Et donc, à la fin de la première année, il a fallu que je fasse un choix, redoubler ou me réorienter. Déjà, il faut connaître les méthodes de travail, il faut être un peu curieux et savoir les connaître, tout Mhm. simplement, que ce soit le Pomodoro, les mind maps, les flashcards, les fiches, le fait d'organiser ses cours avec des classeurs ou d'une Mhm. façon différente. Quelle est l'année la plus difficile et pourquoi? Hello à tous, c'est Jurixio et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la rentrée, pour parler des études puisque la rentrée arrive à grands pas. Et pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Greg Dossier, que vous connaissez sans doute, que ce soit par YouTube ou vous l'avez peut-être vu dans l'une de mes précédentes vidéos. Il a sa propre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, il donne plein de conseils. Aujourd'hui, on va donc aborder la question de la rentrée. Puisque sur Instagram, Greg et moi, on vous avait demandé de nous poser vos questions par rapport à la rentrée et on en a sélectionné quelques-unes pour justement y répondre dans le cadre de cette vidéo. Mais avant de parler de tout ça, Grégoire, comment vas-tu? Bah ça va, je suis très content de revenir ici, ça fait 1 an et demi que j'étais pas venu et puis hâte de répondre aux questions. Alors, de quoi il va être question plus particulièrement, plus précisément dans cette vidéo, donc de la rentrée, de la fac de façon générale. On va parler tout d'abord de travail, du nombre d'heures de travail, de l'intensité des cours à la fac. On va parler également de la vie sociale, comment se faire des amis à la fac quand on connaît personne. On parlera également de la prise de notes, qui est essentielle quand on est à la fac. Quand on arrive en fac, on ne sait pas trop comment prendre des notes, donc tu as sans doute des choses à nous partager là-dessus. Comment se remettre d'un redoublement, parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient redoublé l'année passée, et donc vous vous demandez comment se remettre de cet échec pour aller de l'avant. Et puis enfin, on parlera de la démotivation au cours des études de droit, parce que alors, clairement, ça nous est tous déjà arrivé un dimanche soir d'être totalement démotivé. Comment se remotiver? Et puis enfin, on parlera des masters les plus méconnus, justement, c'est une question qui m'a été posée et je trouvais que c'était bien de mettre la lumière sur certains masters qui sont assez peu connus du grand public. Alors la première question à laquelle on va répondre, c'est combien de temps pour notre vie sociale à la fac sans rater notre année? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus ou moins extraverties, Ouais. qui ont besoin de passer du temps avec d'autres personnes pour se ressourcer, alors que les personnes plus introverties ont besoin de passer plus de temps seules pour se ressourcer. Mhm. Donc moi, j'ai déterminé avec l'expérience que j'avais besoin d'au moins 1 heure de vie sociale, Mhm. on va dire, donc de voir des personnes au moins 1 heure par Ouais. jour pour me sentir bien quand je peux le faire. Et donc ça dépend des personnes, je dirais. Moi, je peux, si je vois une personne 1 heure ou plusieurs personnes 1 heure dans une journée, je peux après être seul plusieurs jours d'affilée parce que ça me dérange pas de travailler seul, mais ça dépend des personnes. Donc je dirais apprendre à se connaître et puis ensuite déterminer le nombre d'heures dont on a besoin pour avoir une vie sociale qui tourne bien, quoi. Et déjà, je trouve ce qui est bien dans la formulation de la question, c'est la conscience et la volonté surtout de conserver une vie sociale, parce que ça, le problème, quand on arrive à la fac, on se dit boulot, 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 et on va pas avoir le temps pour une vie sociale. Je pense que c'est indispensable, personnellement, que de conserver une vie sociale, d'aller boire des coups, de voir du monde, clairement, pour justement ne pas penser qu'aux études. Question suivante, comment se remettre d'un redoublement? T'as redoublé, toi, au cours de tes études? Non, j'ai pas redoublé, mais j'ai fait des Des rattrapages rattrapages? en Ah, deuxième année. ouais. Et j'ai vu le redoublement arriver, mais non, j'ai pas redoublé. Donc je pourrais donner des conseils par rapport à mes amis qui ont redoublé, qui s'en sont remis. Ils n'ont pas eu de problème après, donc c'était pas si grave que ça. Le jour même, ils étaient déçus, les jours d'après aussi, mais ils s'en sont tous remis. Donc je dirais que je sais pas comment se remettre d'un redoublement, mais je sais que la plupart des personnes qui redoublent se remettent. Et bizarrement, personnellement, je considère que le redoublement, parce que ça m'est arrivé, j'ai redoublé ma première année de droit, je considère que le redoublement, parfois, c'est un mal pour un bien et que c'est parfois peut-être nécessaire de redoubler quand il n'y a pas les bases. À titre d'anecdote, personnellement, lorsque j'étais à la fac de droit, j'ai redoublé la première année parce que je suis arrivé en droit un peu par hasard, j'ai découvert la vie estudiantine, j'ai bossé un peu, ça n'a pas suffi. Et donc, à la fin de la première année, il a fallu que je fasse un choix, redoubler ou me réorienter. Et ben, c'était l'une des meilleures décisions de toute ma vie. Pourquoi? Parce que grâce au redoublement, ça c'est important que vous le compreniez, grâce au redoublement, eh bien, on va avoir les bases que forcément on n'aurait pas eues si on était passé dans l'année supérieure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais redoubler, ça permet d'avoir les bases vraiment jusqu'au bout, surtout que la première année, personnellement j'ai redoublé la première année, donc je sais que première année je galérais, j'ai redoublé,
et bien bizarrement, ça allait mieux la deuxième année, la troisième année, etc. Donc forcément, parfois, redoubler, c'est reculer pour mieux sauter. L'important, c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. Autre question qui nous a été posée, est-ce que selon toi, Grégoire, il faut travailler tous les soirs pour réussir? J'ai connu des personnes et j'ai fait partie de ces personnes je fais toujours partie de ces personnes qui ne révisent pas tous les soirs. Et ça s'est bien passé quand même, donc je dirais que on peut réussir en ne travaillant pas tous les soirs, parce que j'ai connu beaucoup d'exemples de personnes qui n'ont pas révisé tous les soirs. En fait, depuis que je suis étudiant en droit, je vois les choses je vois les choses en volume, et je me dis que à la fin du semestre, j'ai besoin de réviser tant d'heures un cours pour le connaître, et à partir du moment où j'atteins le quota à la fin du semestre, ça me dérange pas de pas réviser un soir ou deux, ou même des jours d'affilée sans réviser, à partir du moment où je mets le volume nécessaire qui me permettra d'avoir mon semestre à la fin de l'année en fait. À quelle intensité les cours commencent-ils? En général, ça commence doucement. Je sais pas ton expérience par rapport à ça, mais en général, les cours commencent doucement et on peut tomber dans un faux rythme. Le faux rythme, c'est au début de ne pas reprendre ses cours, de ne pas travailler, de se dire bon, j'ai le temps, ça commence doucement, tranquille, on verra. Le mois prochain, je commencerai à travailler un petit peu. Quand les TD vont commencer, c'est à ce moment-là où je vais commencer à travailler. Je sais pas si vraiment c'est la meilleure solution, puisque à partir du moment où on a eu nos premiers cours, je pense que c'est là. Et c'est là où ça fait la différence à la fin de l'année. C'est à partir de ce moment-là où il faut tout de suite travailler. Il faut prendre de l'avance sur les autres, et à partir du moment où les premiers cours commencent, cours magistraux, pas les TD, parce que les TD commencent en décalé. Donc c'est pour ça qu'au début, on n'a pas beaucoup de cours, mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de cours, il faut travailler dès le début. Je ne sais pas quelle a été ta position par rapport à ça, mais je me souviens, personnellement, je le faisais, mais après coup, je pense que c'était mieux de faire différemment. Au début de mes premières années de droit, en tout cas, au début des premiers cours, je travaillais pas, j'attendais les premiers TD pour m'y mettre un petit peu. Et le problème, il est où? C'est que quand les TD arrivent, on est débordé. On est débordé, il faut rendre son TD, etc. On n'a plus le temps pour rien faire. Je pense qu'on peut l'éviter, on peut l'anticiper. Moi, je faisais partie de ceux qui l'anticipaient pas. Et moi par contre, j'ai trouvé que les premiers cours allaient vite. Quand je suis arrivé en fac de droit, je sortais du lycée. Et je trouvais que ça allait beaucoup plus vite que les cours au lycée. Tu parles de prise de notes ou Je parle de la prise de notes, je parle du volume d'informations, je parle du nombre, du fait que le professeur ne répète pas toujours. Donc je trouvais que ça allait vite, moi. La prise de notes, c'est... Je mets de côté parce que dans le sens où je pense que la question a été posée, c'est est-ce qu'on a beaucoup de cours d'entrée, beaucoup de CM d'entrée? Je pense... moi, en tout cas, de mon expérience, c'était pas le cas parce que je me souviens, on avait des cours d'introduction générale au droit pendant 2 semaines au début, et puis après, on commençait les vrais CM. Mais selon moi, je pense qu'il faut attaquer d'entrée dès qu'on a ces premiers cours au début, sachant qu'on en a peu, et puis après, il y en a d'autres qui vont s'ajouter, et c'est là où c'est bien le bordel. Je trouve que l'emploi du temps n'est pas effrayant lorsqu'on arrive en droit, mais on se rend compte qu'en 3 heures de cours magistral, moi souvent j'avais 7, 8, 9, 10 pages, et ça met du temps à réviser déjà 7, 8, 9, 10 pages, et on a vite le sentiment d'être en retard dès la rentrée, ce qui est un peu désagréable. Et je voudrais juste casser un petit peu un mythe sur le retard. C'est un mot que j'emploie plus moi, parce que tous les étudiants sont en retard. Si on part du principe que si on n'est pas à jour sur tous les cours, on est en retard. J'ai jamais vu un étudiant qui était à jour sur tous les cours. Il y a des étudiants qui arrivaient à être à jour régulièrement. Je faisais pas partie de ces personnes parce que je suis quelqu'un qui révisait plutôt de plus en plus au fur et à mesure du semestre. Mais je dirais, s'il y a des personnes comme moi qui ont du mal à toujours se mettre à jour à chaque cours et qui ont l'impression d'être en retard quelques semaines après le début de la rentrée, c'est pas parce que vous êtes en retard les premières semaines parce que vous avez peut-être sous-estimé le volume d'heures qu'il fallait pour réviser un cours. C'est pas parce que vous avez l'impression d'être en retard que vous allez l'être tout le semestre ou que ça va vous coûter votre année. Je pense que tous les étudiants sont en retard dans une matière. Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment être à jour partout, dans toutes les matières? J'en suis pas convaincu. Et est-ce qu'on peut même être à jour dans une matière? Je pense pas, parce que finalement la connaissance est un peu illimitée et que dans une matière il y a toujours à creuser, toujours à travailler, toujours des trucs à apprendre. Donc finalement, tu l'as dit, faut prendre du recul par rapport à ce concept de retard, parce que c'est vrai que ça on l'entend souvent. On l'entend souvent quand on est à la fac, et puis moi-même étant enseignant, j'entends souvent oui, je suis en retard, j'y arrive plus.
Non, le retard, finalement, c'est une conception subjective et ça rejoint un peu l'idée de comparaison, le travail, se comparer aux autres. Chacun a sa façon de faire, et chacun fonctionne différemment. Autre question, Greg, pour toi, comment trouver sa méthode de travail? Déjà, il faut connaître les méthodes de travail, il faut être un peu curieux et savoir les connaître, simplement, que ce soit le Pomodoro, les mind maps, les flashcards, les fiches, le fait d'organiser ses cours avec des classeurs ou d'une façon différente, le fait d'apprendre tôt le matin ou tard le soir, le fait d'apprendre dans des gros blocs ou par petites périodes de 30 minutes par exemple. Il faut juste connaître d'abord toutes les méthodes d'apprentissage ou au moins en connaître quelques-unes pour ensuite choisir la méthode de travail qui est la plus efficace basée sur nos tests, je dirais, parce que c'est bien de savoir, et il y a des chances que si plusieurs personnes recommandent une technique, qu'elle fonctionne mieux que les autres, mais ce qui compte, c'est que vous les testiez et que vous voyez si ça colle avec vous. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez testé plusieurs méthodes, vous pourrez savoir quelle méthode de travail est adaptée. Et je précise que lorsqu'on teste une méthode de travail, parfois on est moins efficace avec celle-ci au début parce qu'il y a un temps où on commence à s'adapter et il faut être prêt parfois à avoir le sentiment d'être moins productif avec une méthode pour ensuite récolter les fruits de la nouvelle méthode qui sera peut-être plus efficace. Et c'est ce qui s'est passé moi lorsque j'ai commencé à arrêter tout ce qui était fiche, tout ce qui était révision, lecture passive de mes cours et que j'ai commencé à faire des flashcards. C'est à ce moment-là que j'ai eu une phase de transition et après j'étais content d'avoir fait cette phase de transition, mais il faut être prêt parfois lorsqu'on teste une nouvelle méthode à ne pas avoir l'impression qu'elle marche dès les premières semaines. Dès les premiers jours. Et à l'inverse aussi, si pendant une année vous avez appliqué une méthode et que vous avez 6 sur 20 de moyenne générale sur toute l'année, alors que cette méthode fonctionne hyper bien pour d'autres personnes de l'amphi, questionnez-vous, demandez-vous si réellement cette méthode vous convient et si au contraire il n'y a pas d'autres méthodes qui pourraient être opportunes, être bénéfiques pour vous. Comment est-ce qu'on s'organise dans la prise de notes de ces cours? Alors je pense que ça dépend vraiment de chacun. Lorsque j'étais étudiant à la fac, j'utilisais le système suivant. C'est-à-dire que pour prendre mes notes, j'essayais au début par écrit. Bon, le prof allait trop vite, donc la prise de notes par écrit, je l'ai rapidement mis de côté en CM. Et donc je suis passé en CM, en cours magistral, dans le grand amphi, je suis passé en prise de notes sur ordi. On a beaucoup plus le temps d'écrire, on peut écrire plus de choses aussi. Donc personnellement, c'est ce que je recommanderais en cours magistral. Par contre, en TD, en travaux dirigés, donc dans les petites classes, je pense que c'est surtout pas pertinent d'avoir un ordi, parce que déjà en TD, l'ordi c'est une source de distraction monstrueuse, et en plus, il n'y a pas besoin forcément de noter tous les éléments qui sont racontés par Charlie Télé, parce que bien souvent c'est des corrections, et donc pour le TD, ce que je recommande en tout cas pour ma part, c'est de prendre ses notes à l'écrit, à la main. Moi, c'était toujours l'ordi en CM et pareil à la main lorsque j'étais en TD. Ouais. Et puis, j'ai toujours tout organisé avec mon ordinateur. Ouais. J'ai essayé de toujours dématérialiser mes cours parce que j'avais trop de classeurs. Sinon, je ne suis pas ce genre de gars qui s'organise avec des classeurs et qui a tout bien organisé. Je l'ai fait parfois, mais la plupart du temps, je travaille sur l'ordi et j'imprimais quelques cours, mais pas tous les cours. Vous allez venir. Et donc, moi, je suis plutôt team ordinateur. À partir du moment où il y a un clavier et qu'on arrive à prendre des notes, je pense que c'est bien. L'iPad aussi, pour ceux qui prennent en cours avec l'iPad et qui utilisent un clavier. Je pense que le clavier est plus performant, surtout à la vitesse à laquelle les professeurs parlent maintenant. Il faut un clavier, qui parlent plus vite, également parce que les étudiants ont un ordinateur. Donc c'est un peu un cercle vicieux où le professeur parle de plus en plus vite. Et donc on est obligé de s'adapter, ou alors peut-être que le professeur s'adapte en fonction de nous, mais en gros, je pense que moi j'aurais pas réussi à prendre autant de notes si je prenais à la main en cours magistral. Il y a un point intéressant que tu as soulevé, c'est la question de l'impression des cours. Est-ce qu'il faut imprimer ces cours? Alors on a peut-être deux visions différentes des choses. Pour ma part, j'imprimais tous mes cours parce que j'arrivais pas à travailler sur mon ordi, à faire glisser avec mon clavier, ma souris, tout ça, j'arrivais absolument pas et je trouvais que c'était pas très pratique pour réviser parce que je bossais notamment avec des surligneurs, donc on peut surligner sur ordi mais je trouve que c'est pas pareil. Personnellement, je recommanderais, en tout cas, moi c'est ce que je ferais, c'est d'imprimer tous ces cours. Mais toi, tu disais que tu n'imprimais pas tous tes cours. Alors sur quels critères tu fondais ce choix d'impression des cours ou pas? Mes affinités. C'est-à-dire tes affinités. Les matières importantes et les coefficients. Donc les matières pas importantes, aux coefficients bas, je les imprimais pas. Parce que en plus parfois c'était les matières où il y avait le plus de pages. Bizarrement, il y avait des matières
à petit coefficient avec énormément de pages, énormément de documents. Et dans ce cas, j'imprimais pas parce que j'avais pas envie de tout imprimer. Ça coûte cher parfois lorsqu'on imprime et que on n'a pas de système à la fac qui permet d'imprimer beaucoup pour les étudiants. Ça fait beaucoup de papier et je préférais pas avoir trop de papier chez moi. Et puis surtout parce que j'arrivais à réviser sur l'ordinateur. Parce que ça me posait pas trop de problèmes, j'avais pas trop de maux de tête après des heures sur l'ordinateur, donc ça, je pense que c'est grâce à mon passé de gamer que je peux. T'as été un gamer ? Ouais, j'ai été un gamer, que je peux réviser des heures sur l'ordinateur sans avoir mal à la tête. Donc moi je dirais que j'imprimais 30% de mes cours et 70% je travaillais sur l'ordinateur. Donc t'as été un ancien gamer, mais est-ce que tu as été quelqu'un, lorsque tu étais étudiant, bon t'es toujours étudiant mais t'es sur la fin quand même, désolé de te le rappeler, mais tu passes de l'autre côté. Est-ce que tu étais un étudiant qui sortait beaucoup ? Et surtout, il y a une question qui est revenue, c'est comment ne pas tomber dans cette spirale des soirées tous les soirs ? Je dirais que c'est extrêmement lié à notre environnement. C'est-à-dire qu'on a tous un pote qui nous emmène dans des traquenards et on sait à quel moment il nous emmène dans un traquenard, mais on le fait quand même. Donc je dirais qu'il y a toujours une part de responsabilité dans les traquenards parce qu'on sait un petit peu dans quoi on s'embarque. Je dirais que c'est beaucoup lié à l'environnement et je dirais que, après c'est peut-être un petit peu trop schématisé, mais je dirais que on peut dire non à des amis, on doit pouvoir dire non à des amis. Si on ne peut pas dire non à des amis pour une soirée et qu'ils refusent ou que ça cause des problèmes, c'est que ce sont des amis toxiques. Et si ce sont des amis toxiques et qu'on veut réussir, on doit se séparer d'eux. Donc c'est extrêmement schématisé, mais je dirais que dans notre cercle d'amis, on doit être capable de pouvoir dire non à des amis et à leur expliquer que parfois on a envie de rester à la maison pour réviser ou même pour passer du temps seul ou faire des choses, d'autres choses, pas forcément sortir ou pas forcément réviser, mais faire d'autres choses et leur faire comprendre que c'est important pour nous et que peut-être qu'on a des nouvelles ambitions et qu'on a envie de changer aussi si c'est un ami de longue date qui avant sortait beaucoup avec nous. Donc je dirais que c'est beaucoup lié à l'environnement et à la faculté de pouvoir dire non. Pour ma part, par rapport à cette question, comment on va tomber dans la spirale de soirée tous les jours, ça dépend aussi des facs, finalement, parce que j'ai expérimenté les deux facs. Alors j'ai été étudiant qu'à Lyon 3, mais par contre j'enseigne à l'Université catholique de Lyon, qui est une université privée, et il y a quand même deux façons différentes du monde associatif, enfin deux salles de ambiance. Voilà, deux salles de ambiance dans le monde associatif étudiant. D'un côté, à Lyon 3, il y a peu de soirées. Vraiment, il y a quelques assos qui font des soirées de temps en temps, mais il y a assez peu de soirées. Alors qu'à l'UCLI, il y a un peu plus de soirées, le monde estudiantin est un peu plus, on va dire, plus ouvert qu'à Lyon 3. En tout cas, c'est ce que je pense. Et peut-être plus connu, on est plus facilement inséré dans le monde estudiantin que par rapport à Lyon 3. Donc, le rythme des soirées va aussi dépendre des facs. Je me souviens qu'à Lyon 3, il y avait rarement, alors j'étais pas dans une asso, mais il y avait rarement des soirées, contrairement, par exemple, aux écoles de commerce. Où là, les écoles de commerce, j'ai enseigné dans une école de commerce, mais les gars, ils étaient en soirée tous les soirs. Et les matins, j'avais cours à 8h le matin, je le voyais. Le jeudi matin, je le voyais, ils n'étaient pas très frais. Donc, vendredi matin. Ah non, c'était jeudi matin. Jeudi matin. Bah même parce que du coup, il y avait des soirées le mercredi soir aussi. Bah oui, tu vois, c'est pour ça. C'est mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. À la fac de droit, en tout cas, c'est moins fréquent. Ce rythme de soirée, ça existe. On peut réussir à trouver des soirées, mais c'est moins fréquent. Je sais pas si toi, comment tu l'as ressenti dans une fac publique à Caen ? J'étais à Caen, donc je connais le monde des étudiants, des fêtes et du carnaval et de tout ce qu'il y a de beau à Caen aussi dans le monde des étudiants. Mais c'est encore une fois, on peut sortir et réviser les jours d'après, on peut sortir et réussir. Bien sûr. On dirait un slogan pour créé par une association étudiante, un truc comme ça. Encore une fois, j'ai connu des dizaines d'étudiants avec des profils différents, des personnes très introverties qui sortaient très peu et qui ont réussi, des personnes très extraverties qui sortaient beaucoup, qui ont réussi, des personnes qui, un petit peu comme moi, essayaient de sortir de temps en temps pour avoir un peu de vie sociale, mais qui sortaient pas forcément toutes les semaines, qui en ressentaient pas le besoin. Donc je dirais qu'on peut tout à fait sortir, et même je conseillerais de sortir pour la vie sociale, pour l'intégration aussi. Donc pour toutes ces raisons, je conseille de sortir, mais il y a une énorme différence entre sortir et se faire traquenarder tous les soirs et sortir une fois de temps en temps un jeudi soir. Et puis si ça peut vous rassurer, lorsque j'étais en deuxième année de droit, qui est censée être l'année la plus difficile,
Je suis jamais autant sorti qu'en L2 et pour autant ça m'a pas empêché d'avoir 13,5 de moyenne à la fin de l'année. Donc comme tu l'as dit, on peut très bien s'organiser pour travailler, c'est-à-dire qu'on va peut-être mettre la croix sur 2-3 soirs d'affilée, mais après on va bûcher, on va rattraper le travail qu'on n'a pas pu réaliser. En fait, je pense qu'on est plus productif lorsque on fait les choses à fond et qu'on sait ce que l'on fait, dans le sens où lorsque on sort régulièrement et qu'on sent qu'on a une vie sociale et qu'on sent qu'on voit du monde et qu'on révise, on n'a pas cette sensation de passer à côté de notre vie sociale. Et lorsqu'on est en train de réviser et qu'on est sorti plusieurs fois dans les semaines précédentes, ben on n'a pas l'impression de passer son temps tout le temps à la bibliothèque. Et c'est cette sensation de ne pas être en train de sacrifier quelque chose qui fait du bien, parce que c'est pas agréable de sortir tout le temps et d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie, même si les personnes qui sortent souvent ne le disent pas, mais le ressentent. Et je l'ai vu en parlant avec des personnes qui sortaient beaucoup, ce regret de ne pas être allé au bout de quelque chose. Et en même temps, on n'a pas envie d'être cette personne qui révise tout le temps et qui sent qu'elle est en train de sacrifier une partie de sa jeunesse. Et c'est évidemment en étant dans l'équilibre entre ces deux extrêmes qu'on va réussir à vivre une belle vie étudiante avec des révisions, de la productivité, des ambitions et en même temps du plaisir, des sorties, des rencontres. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait vivre une belle vie étudiante. Ouais, et d'ailleurs, il y a une question qui est liée par rapport à la vie sociale, c'est comment se faire des amis, comment se faire des potes quand on connaît personne. Finalement, on arrive à la fac, on arrive en première année, on connaît absolument personne, et puis peut-être que vous êtes timide, introverti, et donc vous avez du mal à aller vers les autres, c'était mon cas en tout cas. Comment faire pour se faire des potes? Je conseille déjà une asso. D'essayer de sauter le pas, c'est dur, c'est difficile de se dire, surtout quand on est timide. Je pense que si vous pouvez le faire, si vous avez l'occasion de le faire, vraiment, faites-le parce que vous allez rencontrer plein de monde, vous allez aussi être beaucoup plus à l'aise avec les gens, vous allez vous faire du réseau aussi, c'est important le réseau. Donc je pense association, en TD aussi. En TD, souvent, moi je me souviens que la plupart de mes amis de fac, c'était en TD que je me les faisais, c'est-à-dire que j'étais assis à côté et puis je demandais un truc, on crée un lien et puis on sympathise, est-ce que tu peux envoyer le cours, etc. On va boire des coups et plus si affinité. Donc toi, comment tu vois les choses? Moi, je conseille de se faire un pote, de trouver une personne lorsqu'on connaît vraiment personne, de faire une connexion avec une personne qui va ensuite nous permettre de faire d'autres connexions. On espère, en tout cas, si cette personne elle a zéro connexion, c'est pas grave, on reconnecte avec une autre personne. Et le deuxième conseil, ce serait d'aller dans des groupes Facebook, d'aller dans des Discord, d'aller dans des réseaux sur Internet, si c'est plus simple que de directement aller voir une personne à l'université, pour ensuite connecter avec une personne. Et je dirais aussi de demander des conseils. Je me suis vite créé des affinités avec des personnes en demandant juste un détail sur un cours, juste en demandant dans quelle salle on était le lendemain, etc. Juste en demandant une petite information, parce qu'il y a peu de chances qu'on nous refuse de donner un conseil. Et puis, je veux dire, si la personne a fait ça, c'est peut-être pas qu'on a envie de l'avoir comme ami, mais juste demander un conseil en fait. Ça crée un lien. Juste demander un conseil, ensuite peut-être qu'on reparlera ou pas à la personne, mais au moins on connaîtra sa voix, elle connaîtra la nôtre, elle saura qui on est, elle verra qu'on n'est pas quelqu'un de méchant et qu'on est peut-être un petit peu paumé, et peut-être que ça lui donnera envie de connecter avec nous plus tard, quoi. Quelle est l'année la plus difficile et pourquoi? Alors comme j'ai dit auparavant, on entend souvent dire que la L2 c'est l'année la plus difficile parce que le droit administratif, le droit pénal, le commentaire d'arrêt, tout ça c'est très difficile. Je trouve pas. Je trouve pas parce que déjà, je vous l'ai dit, j'ai eu de super résultats en L2, donc ça m'a pas empêché, je suis sorti, j'ai une vie sociale, donc j'ai pas trouvé si difficile que ça. Personnellement, je trouve que l'année la plus difficile c'est quand même la première année. Pour de nombreuses raisons, c'est-à-dire qu'on va découvrir un nouveau système, celui de la fac, on va découvrir une nouvelle façon de faire des cours magistraux, TD. On va découvrir également un nouveau monde, par exemple le droit, la fac de droit. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est difficile de s'adapter dès la première année et souvent on galère. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai redoublé en première année. Finalement, c'était une super décision que j'ai prise de redoubler. Mais on peut être assez rapidement décontenancé par ce nouveau système. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est tout de suite, dès que vous commencez l'année, essayez de comprendre comment ça fonctionne la fac, essayez de vous faire 2-3 amis, 2-3 potes, du moins, ça peut vous rassurer. Personnellement, la première année, pour moi, c'était la plus difficile. Toi, en quelques mots, la plus difficile?
La deuxième année, Ouais. moins peut-être pour des questions de méthode, mais plutôt pour des questions de matière. Ouais. C'est vraiment l'année où j'ai eu le moins de matière que j'aimais, et donc tout le processus était plus pénible. Donc je dirais que c'est ça. Il y a deux questions qui se rapprochent quand même assez fortement. Comment gérer le méga stress? Et puis, est-ce que tu as déjà été démotivé? Et si tu as déjà été démotivé, comment tu t'es reboosté? Alors avec le temps, je me suis créé des petites méthodes pour moi-même me faire décompresser. Donc ça passe par beaucoup relativiser. En fait, je relativise, je remets les choses en perspective, je prends beaucoup de recul sur ce que je suis en train de faire, de replacer ce qui m'effraie ou ce qui me fait peur ou enfin ce qui me stresse dans un très long processus. Donc parce qu'on a souvent tendance lorsqu'on a une mauvaise note par exemple, ou lorsqu'on vient de louper quelque chose ou que on appréhende un examen à penser que c'est la fin du monde, alors que dans le long processus que sont les études, c'est juste une toute petite étape ou juste une étape du processus. Donc ça c'est ce qui m'aide, le fait de relativiser, me rendre compte que ce gros problème que j'ai, c'est juste une petite tache noire sur pas une feuille blanche, mais voilà, c'est juste une petite étape du processus. Et donc pour moi c'est quand même assez mental, ça passe par des moments où je vais relativiser et c'est un petit peu physique où je vais courir, me mettre en mouvement, faire du sport, ne pas rester immobile. Donc je dirais que c'est ça. Donc relativiser et faire du sport, Ouais. c'est comme ça que j'arrive à gérer le méga stress. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Sport, prendre du recul, relativiser. Et puis il y a peut-être des techniques anti-stress, de relaxation, de respiration, de méditation aussi, sur lesquelles vous pouvez vous tourner. Je pense que j'en ai pas expérimenté personnellement, mais si vous êtes très très stressé par rapport à vos études, il y a plein de trucs sur YouTube. On vous mettra d'ailleurs quelques liens en description. Et c'est pareil avec la motivation, c'est avec les années où j'ai réussi à savoir comment me parler pour me remotiver. Et donc dans ces moments-là de démotivation qui sont normaux dans le processus, c'est des moments où je vais me rappeler de pourquoi j'ai commencé, de pourquoi j'ai pas arrêté aussi, parce qu'il y a eu des moments où j'ai pensé arrêter et je me suis rappelé de pourquoi c'est pas une bonne idée d'arrêter maintenant. C'est aussi juste me rappeler des efforts que j'ai faits et de pourquoi c'est important de ne pas arrêter maintenant parce que ça risque on va dire de pas mettre en valeur tous ces efforts que j'ai faits et puis surtout juste me dire qu'est-ce que je ferais d'autre si je faisais pas ça, parce que parfois on a l'impression que nos études c'est quelque chose qui nous est imposé parce que c'est rarement un choix, c'est plutôt quelque chose que l'on fait parce qu'on est censé le faire ou parce qu'on ne savait pas vraiment quoi faire de notre vie. Et donc moi, ce qui m'a aidé, c'est de me dire que c'est pas forcément ce que j'aimerais faire le plus au monde, réviser en ce moment, mais il y a bien pire que ça. Et il y a des personnes qui font des choses bien pires que de réviser et d'être dans une BU à réviser des cours, même si les cours sont parfois pénibles à réviser. Donc je dirais que c'est encore une fois relativiser, me rappeler que c'est normal, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivent ça en ce moment et savoir me parler, m'auto-motiver en quelques minutes pour me remettre, on va dire, dans un bon état d'esprit. Et dernière question, quels sont les masters les moins connus ? Alors les masters, effectivement, il y en a des très connus. Il y a le master droit notarial, le master droit des affaires, droit de l'entreprise, droit fiscal. Ils sont très connus, très réputés. Droit pénal également. Et puis il y en a d'autres qui sont moins connus, mais tout aussi intéressants. Et peut-être qu'il y en a qui peuvent vous intéresser. Je pense notamment au master, par exemple, droit de la montagne. Si vous êtes né ou si vous vivez proche d'une station de ski, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez le master droit de l'espace. Là aussi, parce qu'il y a plein de problèmes. Si vous habitez proche de l'espace. Voilà, si vous habitez proche de l'espace ou si vous connaissez Thomas Pesquet. Ou encore, il est pas mal celui-là, parce que personnellement, étant un amateur de vin, il y a le master droit du vin et des spiritueux. Ne pas oublier les spiritueux, parce qu'ils sont importants à notre vie estudiantine également. Donc voilà, il y a différents types de masters, renseignez-vous bien là-dessus. Droit de la pêche aussi, t'as dit ? Droit de la pêche aussi. Si vous habitez près d'une rivière. Près d'une rivière, on peut faire plein de choses si vous voulez. Il y en a plein. Renseignez-vous bien sur l'offre existante, parce que c'est pas forcément parfois pertinent de faire un master hyper connu, hyper large, parce que parfois on peut avoir des appétences pour un domaine en particulier. Je crois qu'il y a un master aussi droit du sport qui est peu connu. Enfin, il y en a plusieurs maintenant, mais les masters droit du sport, ils sont en train de se développer. Et puis, il y a master droit de la mode. Je crois qu'il y a aussi un master là-dessus sur le droit de la mode, ou s'il y en a qui sont par exemple intéressés par le monde et l'univers des vêtements, de la mode de façon générale, renseignez-vous bien là-dessus, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a une multitude de masters et qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire un master hyper connu. Et je pense qu'on a fait le tour.
on a fait le tour des différentes questions qui nous ont été posées. Alors, forcément, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui nous ont été posées parce que sinon, ça ferait 5-6 heures de vidéo. Déjà, ça fait une grosse vidéo, celle que l'on a tournée aujourd'hui. J'espère que pour les questions auxquelles on a répondu, ça vous a permis d'y voir plus clair sur le monde de la fac, sur le monde du droit, des études et aussi sur la rentrée qui arrive à grands pas. On se dit à une prochaine vidéo. Ce sera avec plaisir de recevoir Grégoire à nouveau parce qu'il y a plein de conseils à prodiguer. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, YouTube, Instagram, je crois que tu as un compte TikTok aussi. Ouais. Donc il fait plein de choses, allez voir ce qu'il fait, c'est cool, je mettrai tous les liens en description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Greg d'être passé sur la chaîne et surtout n'oubliez pas, ne cessez jamais de croire en vous.